Ses souvenirs à Marrakech. Et donc ça, c'est un ouvrage qui a bercé certaines de mes lectures et certaines de mes rêveries, parce qu'évidemment, dans cet ouvrage, il y a le parfum, il y a les senteurs, il y a le marché, il y a les gens. Et bon, évidemment, c'est tout à fait une autre époque, je pourrais dire à la limite, un autre Maroc, hein, qui n'a plus rien à voir, ou disons la tradition se perpétue aujourd'hui, mais qui n'a plus rien à voir avec le Maroc contemporain. Donc à partir de quel lieu vous parlez? Et pourquoi vous avez écrit ce bouquin? Merci pour votre patience aussi d'avoir. Il faut que je le lève. Oui, voilà. Pourtant, j'ai une voix qui porte, hein, mais pour votre patience aussi avec ce retard. Je ne sais pas si c'est bruxellois ou si c'est en général. En tout cas, là, je viens de Strasbourg. On a un peu moins de bouchons, on en a aussi. Donc, voilà. Alors, de quel lieu, je vais venir au vif de questions tout de suite. De quel lieu je parle? Alors, comme vous l'avez dit à l'instant, votre regard, c'est votre regard touristique, du soleil, des plages, de la culture, etc. C'est pas du tout le regard que moi j'ai posé, pour la simple raison que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais été en vacances au Maroc. Par contre, pendant 5 années, j'ai présidé le centre nord-sud du Conseil de l'Europe à Lisbonne. Et c'est à travers ce filtre-là, on va dire, que j'ai découvert le Maroc dans le travail et l'activité du centre nord-sud du Conseil de l'Europe à Lisbonne, et que j'ai été donc plusieurs fois au Maroc dans le cadre de différentes missions. Tantôt j'ai pris une journée de plus, parfois 2 exceptionnellement, pour visiter un endroit ou l'autre, mais c'était en complément de mission. Je n'ai jamais pris le temps de dire nous allons passer une semaine de vacances. Bon, je le ferai peut-être, mais ça n'a pas été. Donc c'est de ce regard-là que je parle et que j'ai aussi rédigé ce livre. De ce regard du centre nord-sud. Alors si vous permettez, je dis juste un mot parce que peut-être que pour la plupart des personnes ça ne parle pas, pour les diplomates qui sont ici présents et que je salue, je pense que ça parle très bien. Mais le centre nord-sud du Conseil de l'Europe est un traité à part du Conseil de l'Europe qui est dans le cadre du Conseil de l'Europe. Vous savez que le Conseil de l'Europe c'est 47 États membres et parmi ces 47 États membres, il y a 30 ans exactement cette année, un certain nombre d'États ont décidé qu'ils allaient plus particulièrement s'intéresser à la Méditerranée et aux liens autour de la Méditerranée. Ils ont donc signé cet accord partiel, qui est toujours en vigueur aujourd'hui, avec des pays qui sont entrés, des pays qui sont sortis entre-temps, selon les politiques du moment. Et aujourd'hui, le centre nord-sud, c'est 21 États membres. Et parmi ces 21 États membres, sont arrivés, il y a quelques années déjà, des États du sud de la Méditerranée. Le Maroc a été le premier État à devenir membre du centre nord-sud, puis ça a été la Tunisie, puis ça a été l'Algérie. Des discussions sont en cours avec la Jordanie, etc. Donc, ce centre nord-sud a aussi une particularité sur laquelle je voudrais dire un mot, c'est la dimension société civile. Parce que le centre nord-sud, plus que dans le cas encore que du Conseil de l'Europe, est constitué dans son comité exécutif et son bureau de 4 composantes, à la fois les États, représentés par le comité des ministres et par les délégués des ministres que sont les ambassadeurs, à la fois les parlements des États membres concernés, qui est par le biais de l'Assemblée parlementaire, donc la dimension parlementaire, la dimension des collectivités locales et régionales, à savoir les villes, les communes, les régions, les länders, les cantons, etc. Et la société civile à travers la conférence des OING, des organisations internationales non gouvernementales du Conseil de l'Europe. Ces 4 composantes, ces 4 piliers travaillent ensemble autour de la même table. Et j'ai donc eu le plaisir ou l'honneur de présider cette instance pendant 5 ans. C'est donc dans ce cadre-là que j'ai posé mon regard sur le Maroc et j'ai découvert bon nombre de choses. Alors évidemment, on voit combien dans les pays, comme vous le dites, où la notion d'unité n'existe pas, je ne prendrai pas d'exemple, mais ça devient des sous-régions de pays qui sont des sous-États en tant que tel. Là, en fait, cette unité est importante, et les doublés aussi, je les ai rencontrés cet après-midi, mais les Marocains résidant à l'étranger sont un élément important qui contribue aussi à
à cette unité en tant que telle depuis l'étranger, avec un autre quotidien, un autre contexte d'environnement, mais qui contribue. Et ce lien, cette notion d'unité est vraiment très, très importante, parce qu'elle va pouvoir ensuite faire action sur la dimension démocratique et son possible développement. Parce que la démocratie, c'est bien, mais... Alors, il y a un élément, bon, à travers l'ouvrage, et évidemment, quand on regarde aussi votre biographie, bon, ben, vous n'êtes pas belge, vous n'êtes pas français, vous venez d'un pays montagneux, où il y a un lac, et vous faites un parallèle qui est assez surprenant. J'aimerais comprendre quel est le lien que vous tissez entre la Suisse et le Maroc d'un point de vue politique. Et puis on viendra à un élément, évidemment, quand j'ai mentionné le lac Léman, parce que vous comparez évidemment la Méditerranée à un lac intérieur. Donc on viendra à cet élément-là.